Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines. Bonjour tout le monde. Le 5 juin, c'était la journée mondiale de l'environnement, l'occasion de parler de notre belle planète qui malheureusement tire la sonnette d'alarme avec ses glaciers qui fondent, à vue d'œil, ces espèces animales qui s'éteignent, ces pays qui souffrent notamment de la sécheresse ces dernières semaines. Des exemples non exhaustifs qui donnent le ton, mais les conséquences donc, du réchauffement climatique sont régulièrement pointées du doigt. C'est pas nouveau, notamment par les scientifiques à travers le monde et dernièrement aussi avec le dernier rapport du GIEC. Mais chez nous, quels sont réellement les impacts à plus petite échelle, si on peut dire ça comme ça? Eh bien, on va tenter d'y répondre avec nos invités du jour, à commencer par Serge Weil. Vous êtes vice-président du Parc naturel régional des Vosges du Nord. Nous avons également Isabelle Eulinger, porte-parole de l'association de défense contre la pollution de Sarreguemines et environ. Nous avons également Patrice Muller. Vous êtes inspecteur de l'environnement à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Et également présent, monsieur David Suc, président de la communauté de communes du Pays de Bitche. Bonjour à vous quatre. Bonjour. Bonjour. Alors, pour des raisons de réserve électorale, nous n'avons pas aujourd'hui sur notre plateau une personne de l'ONF, mais on aura l'occasion de leur donner la parole dans une partie où on parlera un petit peu plus précisément de nos forêts. Premier tour de table où je donnerai la parole un peu aux uns et aux autres. Le réchauffement climatique, ses conséquences et la transition énergétique sont aujourd'hui bien ancrées, j'imagine, dans vos métiers respectifs. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots? Peut-être vous, Patrice Muller, c'est devenu le quotidien? Le quotidien, un petit peu, mais les évolutions qu'on a pu constater, que j'ai pu constater les dernières années, c'est notamment la baisse des débits des rivières, voire des assecs sur les ruisseaux, sur les parties proches des sources, notamment dans le Pays de Bitche, où on a des sources qui coulent plus, donc on perd des populations de poissons, des crevisses. Par ailleurs, dans la Sarre, on a des eaux qui se réchauffent aussi, puisque les températures augmentent, donc on a des problèmes de trophisation, de concentration des polluants, que ce soit des polluants domestiques, agricoles, industriels. Et ce qui devient préoccupant, c'est l'effet cocktail un petit peu de tous ces polluants qui se concentrent et se mélangent entre eux. Monsieur Suc, est-ce que aussi dans votre fonction au sein de la CCPB, tout ce qui est transition énergétique, tout ce qui est réchauffement climatique, ces thématiques-là, c'est devenu des priorités ou pas ? Je crois que ça a toujours été des priorités pour le Pays de Bitche, puisque le Pays de Bitche est effectivement un espace connu pour sa biodiversité, pour ses richesses naturelles, et connu pour des activités moins industrielles, et connu aussi pour avoir une certaine résilience. Et donc je crois que les générations d'élus sont passées. C'est effectivement une fonction et pas un métier, je crois que c'est important de le rappeler. Et donc le Pays de Bitche s'est toujours organisé de manière à avoir une activité économique, une activité agricole, une activité artisanale qui puisse être précautionneuse et précautionneux des enjeux climatiques et environnementaux. Et donc effectivement le territoire s'est engagé notamment dans sa PCAET en 2018, qui est en cours de finalisation, puisqu'un certain nombre de travaux ont déjà eu lieu, un certain nombre de rendus ont eu lieu dans diverses communes, et puis la collectivité s'est engagée aussi dans un programme complémentaire européen, Citergie, là aussi pour aller un peu plus loin, notamment sur les questions d'isolation, les questions d'utilisation de matériaux biosourcés, et puis on travaille de manière assez conséquente sur la question des circuits courts, qui là aussi a de réels impacts, à la fois sur les questions d'environnement, mais aussi d'emploi. Parce que je crois que c'est important de ne pas opposer l'environnement, l'emploi, le développement des territoires, développement harmonieux. Je crois que c'est important de le rappeler et de ne pas opposer. Voilà, on peut respecter l'environnement, respecter la terre qu'on donnera à celles et ceux qui vont nous suivre, être respectueux de ce qui nous a été légué sans opposer effectivement la capacité de l'humanité à continuer à habiter. Monsieur Weil, de votre côté. J'élargis un petit peu le périmètre du Pays de Bitche en l'élargissant à notre structure, en fait, le Parc naturel régional des Vosges du Nord. C'est 133 000 hectares, dont 62% de forêt. 62% de forêt, donc on fait le calcul, on arrive à peu près à 85 000 hectares. Et 85 000 habitants. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le territoire du parc, il y a pratiquement 1 hectare par habitant qui nous sont confiés, que nous devons
protéger, que nous devons, sur lequel il y a aussi des enjeux économiques, touristiques. Et donc, c'est au quotidien que ce problème-là, ou cette question-là, est à l'esprit de tout le monde et doit être à l'esprit de tout le monde sur le territoire. Et évidemment, l'eau en fait complètement partie, mais nous en reparlerons probablement tout à l'heure. Tout à fait, on aura l'occasion d'en reparler. Je laisse la parole aussi à Isabelle Hollinger. Donc vous, au sein de l'association, est-ce que c'est devenu, enfin c'est déjà de toute façon le cœur de l'association, mais comment ça a pris de l'ampleur? Ça l'est depuis longtemps. En fait, les associations se battent depuis longtemps contre effectivement tous les abus qui peuvent porter atteinte au climat. Alors c'était à court terme, c'est devenu à très court terme, mais je crois que les associations ont été depuis longtemps leaders et lanceurs d'alerte sur ces sujets-là, parce qu'il y a peut-être quelques années, on percevait moins. Aujourd'hui, on s'aperçoit déjà tous un peu plus de ces changements climatiques. On voit bien qu'on n'a plus de neige l'hiver, on voit bien que les forêts, on y voit de plus en plus d'arbres morts. On constate plus ou moins, suivant l'approche extérieure qu'on peut en avoir, de la pollution de l'eau qui est de plus en plus intensive. Et tous ces sujets-là sont tous plus ou moins liés aux impacts climatiques. On a longtemps souffert aussi du climato-scepticisme qui a beaucoup régné, notamment dans le milieu politique. Aujourd'hui, il faut dire que les choses changent et ça s'améliore. Pendant longtemps, on a eu des opposants. Il y en existe encore dans d'autres pays, comme on a pu voir Trump aux États-Unis, pour des personnages emblématiques. On se souvient de Claude Allègre en France. Ces gens-là ont quand même longtemps opposé ce scepticisme qui finalement allait bien aux gens. On était contents, certains, de trouver des arguments pour se raccrocher aux branches de ce qu'on connaissait et puis surtout ne pas vouloir changer, ne pas vouloir faire évoluer nos modes de vie. Et donc, au niveau des associations, écoutez, ça se concrétise à la fois dans notre participation sur des sujets d'urbanisme, sur des sujets liés à la forêt, à la protection de l'eau. Donc, en fonction des différentes associations et de leurs spécialités, plus ou moins naturalistes. Mais en fait, ça touche un peu finalement oui, tout ça. Le climat est souvent un fil conducteur, oui. Pour autant, est-ce que vous trouvez qu'on se sent assez concerné par ces questions-là? Il faut le dire aussi, au niveau de notre localisation géographique, on n'est pas les plus à plaindre, je mets entre guillemets. On n'est pas côtier, on n'est pas touché par des incendies à répétition, des tsunamis, ce genre de choses. Alors se sent-on vraiment concerné? On a subi un événement météorologique cet hiver, une sécheresse hivernale. Du fait, à ma connaissance, d'un positionnement atypique d'un anticyclone qui finalement empêchait les nuages provenant de l'océan de rentrer vers les terres. Finalement, les nuages étaient repoussés, puisque dans un fonctionnement naturel, normal, on va dire, eh bien, on a les vents d'ouest qui nous ramènent de l'air humide, qui provoquent les précipitations. Et en fait, là, on avait un positionnement d'un anticyclone donc, qui repoussait, puisque ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qui repoussait, qui empêchait ces nuages apportant l'eau sur l'Europe de rentrer dans les terres. Et donc voilà, alors certains disent c'est un effet El Niño, mais voilà, on a là quelque chose d'atypique qui s'est passé. Qui s'est passé chez nous au mois de, je crois, janvier, février, mars. Et donc on a eu une période de sécheresse très atypique par rapport à un fort déficit de pluviométrie par rapport à d'autres années. Monsieur Suc? Moi, je crois qu'on ne peut même pas se poser la question. Aujourd'hui, on vit dans un biotope et dans un écosystème mondial. Et qu'en fonction de l'activité humaine, ce sont les 4 coins du globe qui en payent un lourd tribut. Et donc aujourd'hui, je crois qu'on doit mesurer à l'heure du numérique, où on a un clic, on voit ce qui se passe à l'autre bout du monde, où on a la guerre en direct. On ne peut pas aujourd'hui, je crois, se poser la question, est-ce que le réchauffement climatique, est-ce que le dérèglement climatique m'impacte, ou est-ce que ma façon de concevoir ma consommation, de concevoir mon évolution peut impacter les populations. On fait partie des pays et du continent le plus développé. Si on en est là aujourd'hui, je veux dire, c'est pas vraiment à cause des pays sous-développés. C'est avant tout parce que celles et ceux qui ont les moyens en matière de recherche, en matière de consommation, les moyens budgétaires, ont peut-être considéré qu'ils peuvent s'acheter quelques libertés.
Et donc je crois que c'est à nos populations, c'est notre continent, c'est ces territoires-là qui doivent être les premiers, les plus mobilisés, et doivent être les premiers, les plus en recherche et en quête de solutions au travers de notre mode de développement, de notre mode de consommation. Et lorsque le vice-président du parc évoquait la forêt, je crois que le Pays de Beach, et de manière générale, doit s'interroger. Le Pays de Beach aujourd'hui, 71% de son carbone est stocké par la forêt. Lorsqu'on l'exploite tel qu'on l'exploite, lorsqu'on la régénère, lorsqu'on voit les filières de transformation qui n'existent plus, avec des emplois délocalisés, avec le mode de consommation de nos populations, voilà, qui est peut-être plus Ikea que sur du massif, voilà, et ce n'est pas un jugement de valeur, cela doit nous interroger collectivement. Je crois que le rôle aujourd'hui des collectivités et des élus, c'est d'apporter un bouquet de solutions. C'est à la population de désigner ensuite son mode de consommation. Mais c'est aussi aux élus de donner une vision, c'est aux élus de donner un cap et c'est aux élus d'imaginer le territoire de demain. Parce que le plus simple pour un élu, c'est le populaire. C'est de ne pas prendre des décisions, j'allais dire, ambitieuses pour permettre à nos territoires de pouvoir appréhender le XXIe siècle de manière à ce que nous puissions cohabiter de manière harmonieuse. Parce que le dérèglement climatique, c'est des migrations. Le dérèglement climatique, c'est des territoires aujourd'hui au niveau mondial qui ne produiront plus. Le dérèglement climatique, c'est la question de l'énergie, c'est la question alimentaire. Lorsqu'on parle du dérèglement climatique et lorsqu'on parle de l'agriculture, et cela a été évoqué, on a aujourd'hui une agriculture qui va se détacher d'une production alimentaire pour entrer dans une production énergétique. Et on ne va pas juger. On est juste en train de devoir se rendre compte qu'on est en train de trouver des solutions économiques à quelques métiers, mais dans un contexte global, est-ce que c'est la solution ? Et je crois que la question du dérèglement climatique est une question principale. Parce qu'au-delà de tout ça, c'est la capacité de l'humanité à rentrer en résilience qui se pose. Voilà. Monsieur Weil, vous avez peut-être quelque chose à rajouter, oui, vous-même élu. Je rajouterai simplement aussi qu'en plus, notre rôle, c'est aussi d'alerter. Parce que c'est vrai que quand on dit est-ce que tout le monde est bien conscient du réchauffement climatique, la question peut se poser au niveau des élus, au niveau de nos citoyens, au niveau des enfants de nos écoles, qui aujourd'hui sont de plus en plus alertés sur ces points-là, mais est-ce que tout le monde en est bien conscient ? J'en suis pas sûr. Et c'est le rôle de nous, élus aussi, au travers de nos communications, au travers des bulletins municipaux dans les communes, au travers du parc, avec les agents et les techniciens du parc qui sont des agents de terrain, qui sont régulièrement au contact de la population, des agents de l'OFB, d'alerter et de faire prendre conscience à chacun de l'importance que revêt pour nous le réchauffement climatique en général et tout ce qui s'y rapporte, que ce soit l'éclairage nocturne, que ce soit la qualité de l'eau, que ce soit la qualité de nos forêts justement, et je pense que ça fait partie aussi de notre rôle d'élu et il faut répéter tous les jours régulièrement ce message pour alerter et pour sensibiliser notre population sur ce sujet. Et c'est aussi le rôle des associations finalement. Oui, c'est ça, effectivement, et c'est ce qu'on fait depuis longtemps, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les gens, aujourd'hui, quand on ouvre le robinet, on a de l'eau, quand on appuie sur le bouton, il y a de la lumière, on ne se rend plus compte, on est totalement déconnecté de ce qu'il y a en amont pour amener tout ça, pour amener ce confort, et on est tous plus ou moins quand même de générations qui avons eu l'habitude de tout ça, on n'a plus l'habitude d'aller chercher du bois dans la forêt avant d'avoir chaud, et effectivement, il faut aujourd'hui, si on veut continuer à maintenir un certain confort, il faut savoir prendre des décisions, effectivement, pour qu'on puisse continuer quand même, parce que l'enjeu c'est finalement de ne pas peut-être trop perdre en qualité de vie, pour ne pas dire ne pas perdre en qualité de vie. Donc qu'est-ce qu'on est prêt à faire comme effort, parce que finalement on peut faire beaucoup d'efforts qui ne sont pas si coûteux que ça en termes de qualité de vie. Quand on a supprimé les sachets plastiques il y a quelques années dans les supermarchés, au départ on s'est dit comment on va faire, finalement on a tous pris l'habitude d'avoir quelques cabas et on n'est pas plus malheureux. Donc il y a plein de petites choses. Alors il y a les petites choses que chacun peut faire à son niveau, il y a les choses qu'on fait au niveau des communes, il y a les choses, et c'est pour ça qu'on a des collectivités de communes et qu'on parle globalement de collectivité, c'est de faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire nous-mêmes. Parce qu'on peut avoir la meilleure volonté du monde, si effectivement on veut aller à son travail autrement qu'en voiture, c'est pas toujours possible. Donc encore faut-il que la collectivité mette en place les moyens qui permettent de trouver des alternatives. Il faut que ça soit finalement un effort collectif, j'entends bien.
On y reviendra de toute façon. Je rappelle rapidement quelques données qui ont été données par les scientifiques et notamment dans les derniers rapports du GIEC. Limiter le réchauffement à 1,5 degré sera bientôt hors de portée au vu de la concentration de CO2 qui est la plus élevée depuis au moins 2 millions d'années. Donc je pense que c'est quand même une donnée assez importante. À moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle, on entend, des émissions de gaz à effet de serre, et bien dans les pires scénarios, on aurait 2,1 degrés à 3,5 d'ici la fin du siècle. Pour approcher à la Lorraine, par exemple, on atteindra le seuil des 1,5 degrés près de 10 ans plus tôt que prévu, soit 2030, à peu près. Ça veut dire presque demain, finalement. Alors, au niveau local, est-ce que les données climatiques inquiètent ? Quelle comparaison peut-on faire côté météo et des tendances se dessinent-elles dans le Grand Est ? Élément de réponse avec Météo France. Alors, on observe d'ores et déjà des changements climatiques en région du Grand Est et plus particulièrement sur votre secteur en nord-est Lorraine, avec tout d'abord une augmentation des températures moyennes annuelles, comme l'atteste ce graphique. On constate que les températures observées à Strasbourg depuis le début du XXIe siècle correspondent à celles observées pour la ville de Lyon dans les années 80. Donc, on a ce climat plus chaud des régions du sud de la France qui est en train de remonter vers les régions plus au nord. On a également des phénomènes extrêmes, donc avec des températures supérieures ou égales à 35 degrés qui se multiplient ces dernières années. On en observait très peu jusqu'au début des années 2000, et maintenant, c'est quasiment une année ou une année sur deux. Évidemment, on a une diminution en hiver du nombre de chutes de neige en plaine comme en moyenne montagne. Et à cela s'ajoute un record de température maximale, 38,9 degrés à Strasbourg, lors de la canicule de juillet 2019, canicule qui se multiplie également ces dernières années. Concernant les précipitations, on n'a pas de tendance en moyenne annuelle. Donc, comme l'atteste ce graphique, depuis les années 1950, on a des années plus humides qui alternent avec des années plus sèches. Néanmoins, on observe notamment en période estivale de plus en plus de sécheresse, puisque on a parfois des périodes avec très peu de précipitations qui durent plusieurs semaines et qui sont ponctuées par de très forts orages qui ne permettent pas à l'eau de s'infiltrer correctement et de recharger les nappes phréatiques et les cours d'eau notamment. Alors dit comme ça, quelques degrés de plus, un peu moins de pluie, des hivers moins rudes, etc. Ça a l'air plutôt sympa en Moselle. Mais il faut voir au-delà de ça, on l'a déjà expliqué dès le début de cette émission. En gros, ça a forcément des conséquences, on l'a dit, sur l'homme avec un grand H, mais sur la faune et la flore, sur l'eau également, les forêts. J'en viens d'abord à l'eau, c'est ce qui va nous intéresser d'abord. On a vu déjà ces dernières semaines, on a alterné entre forte chaleur, après des pluies éparses, on ne savait pas trop comment s'habiller le matin finalement, mais je pense qu'autour de cette table, on a tous vu un peu les fissures dans la terre, dans le jardin ces derniers temps. Pour autant, on n'a pas encore l'étiquette sécheresse, en tout cas pas l'arrêté préfectoral comme on l'entend. Au cœur du parc naturel régional des Vosges du Nord, si j'ai bien fait mes recherches, il y a un observatoire du suivi des cours d'eau. Est-ce qu'il y a un constat qu'on peut faire sur ces cours d'eau ? Le constat qu'on fait aujourd'hui, c'est de toute façon le réchauffement, d'une part, qui est dû évidemment aussi à la main de l'homme, puisque 1200 km de cours d'eau sur le parc naturel régional des Vosges du Nord, des ouvrages tous les 400 mètres. Alors évidemment, en période normale, de température normale, ça n'inquiétait pas spécialement puisque ça n'impactait pas. Mais aujourd'hui, ces ouvrages sont là, en barrage, et font donc à la fois remonter artificiellement les températures de l'eau, d'autant plus que la température, comme vous le soulignez, générale est en augmentation. Donc c'est aujourd'hui une problématique importante sur laquelle travaille le parc avec l'OFB, avec la DDT pour essayer de supprimer tous les ouvrages qui sont inutiles, parce qu'il y en a qui n'ont plus véritablement de service, pas toujours très bien compris, évidemment, et c'est compréhensible aussi, puisque les gens, pourquoi est-ce qu'on est maintenant obligé de supprimer ce qui existe depuis de longues années ? Il y en a qui ont leur rôle et qui doivent rester, d'autres qui ne l'ont plus, et qu'on s'évertue à expliquer pourquoi il faut les enlever. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, un des constats, c'est le réchauffement global de nos rivières, avec les impacts sur la biodiversité qui est lié. Monsieur Muller ?
Oui, c'est tout à fait le cas dans le Pays de Bitche. J'aimerais évoquer un petit peu la situation au niveau départemental. À l'Office français de la biodiversité, on suit en été, dès le mois d'avril, 40 stations réparties dans le département. Des stations sur des cours d'eau où là on observe un petit peu l'état de l'écoulement. Est-ce qu'il est acceptable ou est-ce qu'on a un ASEC. Moi je m'occupe de ça dans le service depuis presque une dizaine d'années et on s'aperçoit que depuis maintenant 4 ans, on a une période d'ASEC qui commence beaucoup plus tôt que d'habitude. On observe déjà au mois de juin des cours d'eau là, parmi ces 40 qui assèchent déjà au mois de juin. Et qui retournent en eau, qui reviennent en eau au mois de septembre et encore. À noter qu'on est en vigilance sécheresse actuellement. Il y a une réunion récemment. Ce constat, il se fait pourquoi? Il faut savoir que dès qu'il y a une précipitation, dès qu'il y a des pluies, il y a 60% de cette eau qui s'évapore, il y a 30% qui ruisselle et seulement 9 à 10% qui s'infiltrent dans les nappes. Et nous, dans nos usages domestiques, industriels, on a seulement accès à ces 9 à 10% de cette eau. Ce qui la rend précieuse aussi, et encore de la matière en bonne qualité par rapport à ce qui se passe au-dessus, en surface, parce qu'après il y a des coûts d'épuration, de potabilisation, mais on a aussi une quantité donc assez restreinte. Et d'où la préservation, les enjeux de préservation tant qualitatifs que quantitatifs. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter de votre côté? Est-ce que vous êtes sensible aussi, je ne sais pas, par exemple à la pollution qu'il y a parfois dans l'eau ou à ces assèchements qu'on voit de plus en plus? C'est aussi, l'eau est souvent aussi, j'allais dire, un fil conducteur au niveau de la défense de l'environnement parce qu'elle touche aussi beaucoup de sujets, y compris l'industrie. En Moselle, on a par exemple une centrale nucléaire à Cattenom qui aussi a besoin de beaucoup d'eau. Donc même au niveau de la Moselle, ça commence à poser problème parce que cette centrale elle-même chauffe encore plus fortement l'eau. Et pour refroidir les centrales, alors c'est le cas en Moselle, c'est le cas ailleurs, on a besoin que l'eau soit à un niveau relativement bas et qu'elle soit là en abondance. Donc on va avoir encore cet été des centrales nucléaires qui vont être arrêtées à cause de l'eau qui est chauffée. Et encore, j'imagine qu'on tire les choses aussi loin que l'on peut et forcément ça amplifie encore le problème. Donc oui, il y a un vrai problème de ce côté-là, oui. Et ça a aussi un impact aussi faune et flore qui est à l'intérieur de cette eau, on imagine. La sécheresse est devenue aussi un combat régulier pour les élus, ne serait-ce que pour les communes qui sont touchées par exemple et les particuliers. Un combat, je ne sais pas si on peut le justifier ainsi, en tout cas dans la façon de concevoir l'aménagement du territoire, dans la façon de concevoir le développement urbain. On pourrait vous parler de la loi résilience sur la réduction de l'artificialisation des sols, sur le plan de l'agriculture. Je crois que à l'instant on évoquait à l'échelle départementale un certain nombre de sujets sur l'eau. On pourrait évoquer aussi un accompagnement de l'agriculture sur des territoires spécifiques, et le Pays de Bitche l'est au travers à la fois de son classement, et c'est pour ça que nous sommes ravis d'être engagés à côté du parc sur ce territoire-là. Sa particularité, c'est aussi d'avoir des espaces qui méritent une attention particulière en termes de préservation. C'est pour ça qu'on a des mesures particulières pour permettre aux agriculteurs de mettre moins d'engrais, de ne pas retourner les prairies, d'avoir une attitude bienveillante sur l'écosystème de manière générale. Et je crois que c'est aussi important lorsqu'on parle d'écoulement, lorsqu'on parle de précipitation, c'est de pouvoir permettre à ces territoires de pouvoir infiltrer un maximum d'eau. Lorsqu'on parle de la qualité de l'eau, c'est aussi le sujet relatif à l'assainissement. Vous savez qu'en règle générale, on faisait de l'assainissement collectif dans les grands pôles urbains et qu'en milieu rural, voilà, on s'en souciait moins. Là aussi, je crois que c'est important. Un certain nombre de politiques d'investissement ont été conduites pour qu'on puisse aussi épurer et avoir une attitude bienveillante sur l'ensemble des territoires, qu'ils soient densément peuplés ou pas. Et puis le dernier point, je crois qu'au niveau du territoire intercommunal, à chaque fois qu'on envisage des politiques nouvelles, cela nous est chevillé au corps, cette façon d'aborder le développement en harmonie avec notre capital. Et c'est le capital environnemental. C'est ce qui fait la richesse du Pays de Bitche, et c'est sans doute cette richesse qui doit être préservée plus que tout. Isabelle Linger, vous vouliez répondre? Je dirais que
le capital naturel, c'est le cas pour le Pays Beach, mais partout ailleurs aussi. Alors là aussi, où, au niveau politique, public, on peut intervenir au niveau de l'eau. On parlait donc du fort ruissellement, et donc j'ignorais que c'était si peu d'eau qui allait vers les nappes phréatiques. Il y a aussi des choses à faire de ce côté-là. Par exemple, en urbanisme, il faut limiter le nombre de surfaces qui sont imperméabilisées. Pour prendre un exemple concret, on a une maison, on peut éviter de mettre autour encore X mètres carrés de revêtements qui sont imperméabilisants, plutôt privilégier ou éventuellement imposer des matériaux drainants. C'est des choses concrètes qu'on peut faire. Dans d'autres pays comme la Belgique, comme l'Allemagne, les constructions neuves doivent impérativement avoir des cuves de récupération d'eau de pluie. Ça aussi, c'est un bon moyen d'avoir de l'eau en plus, tant qu'à faire, gratuite. C'est un petit investissement de départ qui peut être envisagé, ou voire même rajouté dans une construction ancienne. Mais ça permet aussi de récupérer une bonne partie de cette eau et d'éviter que toute l'eau finalement qui nous tombe sur la toiture, sur la surface déjà imperméabilisée, ne soit complètement perdue. Puis ça crée plein de problèmes parce que lorsqu'on a des événements climatiques importants comme les orages, et on en a de plus en plus, tout ça, ça crée des engorgements et ça crée des problèmes. Après, les collectivités doivent investir dans des déversoirs d'orage, ce genre d'investissement. Donc il faut peut-être des fois voir pour prendre les choses en amont et anticiper plutôt que d'y aller avec le sparadrap. Très bien, merci beaucoup pour cette précision. Alors, pour continuer sur cette thématique, chez nous, l'une des possibles conséquences du réchauffement climatique est assez visible sur le canal de la Sarre. Vous voyez peut-être de quoi je parle, puisque l'odeur est assez particulière, ainsi que visuellement, la couleur est assez reconnaissable. Je parle des algues. L'augmentation des températures semble provoquer une prolifération de ces plantes aquatiques ces dernières années. Nous sommes allés sur place lors d'un faucardage, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé ces algues sur le canal de la Sarre. Regardez. Des algues à perte de vue. Le canal de la Sarre aux alentours de Sarreguemines en est rempli. Nicolas travaille pour les voies navigables de France et il est en train de faucarder. Il retire ses plantes aquatiques. La masse est importante. Oui, beaucoup plus que d'habitude. Chaque année, il y en a de plus en plus, de toute manière. Nous sommes au mois de mai et cette prolifération se produit de plus en plus tôt dans l'année. Il y a 10 ans, le faucardage se faisait de juin à octobre. Aujourd'hui, il est étendu de mai à décembre. C'est lié au réchauffement climatique, bien sûr. Les eaux des canaux se réchauffent de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps. C'est pour ça que cette prolifération se développe. Une étendue verte qu'il faut absolument retirer pour le bon fonctionnement du canal. Les algues prennent de l'oxygène et perturbent l'écosystème. La navigation est plus difficile et les activités nautiques rendues impossibles. 2 bateaux vont nettoyer plus de 40 km de canal. La hausse des températures et l'augmentation des périodes de sécheresse provoquent une réduction des débits. Le canal est alimenté en permanence par la rivière. La baisse du niveau de l'eau contraint les VNF à puiser dans des réservoirs qui ont un volume limité. Pour prévenir un abaissement trop important, des mesures sont déjà mises en place pour économiser de l'eau. La première mesure qu'on met traditionnellement en place, c'est d'imposer le regroupement des bateaux dans les sas d'écluses. Alors, une écluse consomme 600 mètres cubes d'eau, donc chaque bassinet, chaque bateau qui passe seul dans une écluse consomme 600 mètres cubes d'eau. Donc le fait de les regrouper permet de moins faire fonctionner l'écluse et donc de moins consommer d'eau. On a également une mesure d'abaissement des niveaux dans le canal qu'on met en œuvre parce que les fuites qu'on a dans le canal les plus importantes sont ce qu'on appelle des fuites de surface, c'est-à-dire les fuites qui se produisent dans la zone, ce qu'on appelle le marnage, c'est-à-dire la partie supérieure du canal. Pour la prolifération des algues, une étude lancée par les VNF est actuellement en cours avec plusieurs prélèvements. Elle sera utile pour confirmer l'impact des dérèglements climatiques et trouver une solution au problème. Donc finalement, une affaire à suivre. Une petite information liée à l'eau. En tant que citoyen, vous pouvez aller sur le site internet qui va s'afficher en bas de votre écran, qui s'appelle Enquête d'eau. Et en tant que citoyen, vous pouvez participer à l'observation des écoulements de vos cours d'eau, histoire de mettre une petite pierre à l'édifice. Pour la suite, je vous propose de reparler des agriculteurs, parce que Monsieur Suc, vous l'avez déjà un petit peu annoncé. Rien que cette année, ils ont quand même dû faire face à différentes périodes assez compliquées
expliqué, une période de sécheresse déjà dès le mois de mars, puis ensuite suivi gel et neige, en tout cas rien qu'un petit peu, puis de nouveau manque de précipitations. Avec tout ça, il faut savoir s'adapter. Finalement, la terre sèche en surface, mais signifie-t-elle des nappes phréatiques nécessairement appauvries ? Eh bien, on va expliquer tout ça dans ce reportage. Ce maïs devrait faire le double de sa taille à cette période de l'année. Mais les conditions climatiques en ont décidé autrement. Anthony Lang est exploitant agricole à Hommerswiller et ses cultures subissent de plein fouet les récentes périodes de sécheresse. Avec le vent et les faibles précipitations, les poireaux, maïs et autres plantations ont du mal à pousser. Ça fait 6 ans que je suis installé, ça fait 6 ans qu'on fait du poireau et c'est la première année qu'on va devoir arroser les poireaux parce que sinon ils ne vont pas tenir. Déjà là, il va y avoir de la perte due à la sécheresse des derniers jours. Il y a des plants qui sont en train de claquer, mais on va essayer de sauver ce qu'on peut. Il cultive des produits destinés à la vente directe et d'autres pour ses bêtes. Pour essayer de sauver une partie, Anthony Lang a dû investir plus de 500 € dans du matériel d'irrigation. Parce qu'après, l'irrigation ne ramènera jamais autant qu'une vraie pluie. On arrose, il faut des quantités énormes d'eau. On est sur la conduite, donc on ne peut non plus pas arroser à tout va. Il y a 2 ans, la sécheresse lui avait causé plus de 40% de pertes. La terre se fissure. Les agriculteurs doivent donc s'adapter et essayer de trouver des solutions. Il va falloir à l'avenir trouver des solutions, soit d'autres cultures, soit moyens pour essayer de garder l'eau durant l'hiver, pour justement en été pouvoir arroser. Et on arrive à peu près sur un climat comme dans le sud, où on va devoir irriguer beaucoup plus souvent. Mais l'utilisation de l'eau en période de sécheresse est soumise à des restrictions, et c'est au niveau de la préfecture que cela se passe. Un comité se réunit et échange sur la situation climatique en soumettant des propositions au préfet. Les arrêtés préfectoraux sur la restriction d'eau sont ensuite pris suivant les prévisions de Météo France et le suivi des eaux de surface et des eaux souterraines pilotées par la DREAL Grand Est. Aujourd'hui, d'après Eau France, le service public d'information sur l'eau, les nappes souterraines sur l'arrondissement de Sarreguemines ne sont pas menacées. Les données de l'enregistreur à Putlinge-au-Lac, notamment, indiquent des niveaux assez hauts. D'ailleurs, pour savoir si votre commune est touchée par un arrêté sécheresse, vous pouvez vous rendre sur le site de la préfecture, mais aussi sur le site propluvia.développement-durable.gouv.fr, ce qui vous donne en fait une cartographie. Vous pouvez même voir toute la France, la situation. Vous savez également si des restrictions d'eau pour les particuliers sont mises en œuvre. En préparant cette émission, j'ai découvert qu'on avait déjà fait 2 reportages en 2019 et en 2020 de la même trempe, si je puis dire, que celui qu'on vient de voir. David Suc, vous êtes souvent en lien avec les agriculteurs. Quel est votre regard par rapport à ces situations-là ? C'est un regard qui doit interroger la société, celui de devoir constater qu'on a des métiers qui doivent complètement se réinventer, d'avoir celui d'une population et de consommateurs qui doivent peut-être aussi s'interroger sur ce qu'on consomme en fonction des saisons. Là, vous évoquez un maraîcher qui n'a d'autre solution que de devoir arroser. Alors est-ce que effectivement c'est dans le cadre de retenues collinaires ou de retenues organisées en période hivernale? Est-ce que c'est directement dans le cadre d'un forage ou sur le réseau d'eau? Ça, c'est des techniques qui ensuite doivent être analysées par l'exploitant. Mais ce qu'on doit retenir, c'est que fondamentalement, le mode de production est en train de devoir évoluer. Ce qu'on doit retenir, c'est que là, c'est des productions légumières que font aujourd'hui nos éleveurs qui ont du mal à organiser les stocks pour l'hiver. L'an dernier, il y avait une sécheresse. Les éleveurs, de manière globale, ont dû importer des produits, sur la petite région ou au-delà, avec, comme je l'ai déjà dit et je l'ai dit tout à l'heure, des productions agricoles qui sont de plus en plus rares. Puisqu'une partie des productions agricoles qui étaient avant destinées à l'élevage, donc à de la production de viande, sont aujourd'hui destinées à de la production d'énergie. Une partie des productions alimentaires, je pense au blé, sont aujourd'hui remplacées par du maïs pour aller produire de l'énergie. Et donc, c'est ces interrogations-là qui doivent nous poser. Énergie qui est, en principe, des fois réputée être verte, voire être Greenello-compatible. Celui qui va en payer un lourd tribut, c'est en définitive le consommateur qui verra de la denrée alimentaire exploser. L'agriculteur qui, dans une activité économique, se détache un tout petit peu des fois de la philosophie. Et je crois que ce n'est pas un jugement de valeur, mais c'est des choses qui doivent nous interroger. La question aujourd'hui, c'est comment peut-on accompagner nos consommateurs, et je pourrais y revenir, comment peut-on accompagner nos agriculteurs pour pouvoir avoir des productions respectueuses
de l'environnement de manière à ce que ce dérèglement climatique ne s'emballe pas. C'est la question d'une humanité globale qui doit s'engager, chacun à son niveau. On pourrait parler, et cela a été évoqué tout à l'heure, sur la question des déchets. On a évoqué les sacs qui ont été supprimés, on continue d'en supprimer. Sur la question de mieux recycler, de moins consommer de matières plastiques ou de matières à recycler. La question de consommer des produits agricoles ou des produits alimentaires, j'allais dire, moins impactants sur l'environnement. Celui de pouvoir aussi regarder d'où viennent nos produits. Parce que lorsqu'on parle des gaz à effet de serre, force est de constater qu'on a des fois des produits qui viennent de pays très lointains, dont le bilan carbone est meilleur que si c'est produit chez nous. Je crois qu'on doit avoir une approche globale aujourd'hui, et le rôle de la collectivité, le rôle du parc, le rôle des élus doit être celui d'accompagner de manière globale et générale un territoire dans ces mutations-là. Qu'il soit au niveau de l'industrie, au niveau de l'artisanat, au niveau des consommations, en tout cas avoir une approche globale et ne pas opposer les filières et puis en définitive essayer d'avoir des décisions politiques, des décisions publiques qui soient exemplaires. Je crois que si la puissance publique ne montre pas l'exemple, lorsqu'on parle de circuits courts, lorsqu'on parle de restauration hors domicile, lorsqu'on parle d'isolation des combles, lorsqu'on parle de rénovation du bâti ancien, lorsqu'on parle de techniques anciennes, qui doit le faire ? Et je crois que c'est là aussi où la puissance publique doit de temps en temps prendre des décisions courageuses qui ne sont pas forcément toujours comprises par la population, et c'est normal. Mais en tout cas, on doit avoir cette approche pédagogique qui est essentielle. Isabelle, je vous voyais vouloir répondre. Je bois du petit lait dans les propos de M. Sucre. Oui, effectivement, je pense qu'il faut penser global et agir local. Hein, c'est une expression bien connue. L'agriculture doit s'adapter, c'est évident. Mais il faut aussi accompagner ces agriculteurs parce que c'est pas simple à gérer. Et effectivement, il va y avoir une priorisation des choses. L'eau va devenir vraiment un enjeu stratégique. Alors, chez nous, dans une moindre mesure, à l'échelle mondiale, de manière beaucoup plus marquante. Il y a des pays où vraiment on n'a plus d'eau. On voit des gens aujourd'hui en Inde avec des températures à 50 degrés et il n'y a presque pas d'eau. On va avoir toute une partie du monde où l'agriculture ne sera plus possible. Chez nous, elle sera adaptée, mais elle sera encore possible. Et il faut absolument revoir sa consommation, essayer de faire travailler ces agriculteurs d'ici qui se sont donné tant de mal à cultiver ces poireaux, parce qu'effectivement, à chaque fois qu'on fait venir des choses de l'autre bout du monde, on consomme, on impacte le climat parce qu'on consomme du kérosène pour l'avion qui ramène les haricots verts au mois de janvier. On n'a pas besoin de haricots verts frais au mois de janvier. Les surgelés, ça va très bien. Et il y a plein de petites choses, ça, on en revient aux choses qu'on peut faire. C'est des petits détails qui, mis bout à bout, finalement, forment le tout. Les petites gouttes d'eau qui forment les rivières. Au niveau également de la consommation d'eau, il n'est pas possible aujourd'hui qu'on fasse, par exemple, il y a des régions où on ne peut plus continuer à cultiver du maïs parce qu'elle est intégralement irriguée et c'est plus possible. C'est des régions où il y a des batailles de l'eau pour éviter de la destruction de zones humides. On avait connu le drame de Sivins avec, rappelez-vous, un drame qui s'était produit, un militant écologiste qui avait été tué. Mais en fait, ces gens défendaient une zone humide qui était en voie de destruction alors que les travaux n'étaient pas encore autorisés et ils s'étaient opposés à ça. Et en fait, ils ont protégé une zone humide pour préserver justement tous les milieux aquatiques inhérents à ça. Et à contrario, il y a de l'agriculture intensive qui souhaite faire de plus en plus de bassines, donc ces espèces d'immenses bassins de rétention d'eau, qui ne sont que de toute façon des solutions palliatives et court-termistes. Vous vouliez peut-être ajouter quelque chose, vu que vous êtes spécialisé dans les cours d'eau également Oui, effectivement. Les bassines, c'est un vaste sujet. Effectivement, dans le sud-ouest, je crois savoir que c'est effectivement la guerre de l'eau par rapport aux irrigants. Alors il y a deux approches par rapport aux bassines, notamment au niveau du remplissage. Est-ce que c'est le forage dans les nappes ? On a vu que la quantité était limitée. Encore une fois, moi j'insiste aussi sur la qualité aussi des eaux qu'on a dans les nappes. Il suffit pas, on sait qu'on a une faible partie qui arrive. Encore faut-il qu'elle soit de bonne qualité. Donc là encore, les pratiques peut-être agricoles, industrielles ou quoi, qui sont
en surface vont aller altérer ou en tout cas impacter de près ou de loin ces eaux-là. Oui, alors pour en revenir aux bassines, tout dépend un petit peu du mode de remplissage. Si on remplit en crue quelque part, on ne va pas pénaliser spécialement le cours d'eau. Par contre, si on les remplit par prélèvement dans les eaux de surface ou dans les nappes, là finalement, parce qu'on privatise une ressource commune, en fait. Donc voilà, c'est un vaste sujet actuellement qui prête à grand débat, polémique, controverse et autres. Alors le manque d'eau impacte aussi nos forêts, on a dit qu'on en parlerait avec précaution. L'assèchement des sols, ça fait aussi des forêts avec des trouées, des forêts moins denses, des maladies aussi qui s'installent sur des arbres plus fragiles, ce genre de choses. Aussi plus de risques d'incendie. Je crois que l'un des derniers en date, c'était à Anvillers en mars dernier, où il y avait eu je ne sais plus combien d'hectares qui étaient partis en fumée, donc ça marque aussi localement. Justement, quel est le constat que l'on peut faire peut-être un petit peu plus poussé? Je me tourne vers vous, Monsieur Weil, au Parc naturel régional des Vosges du Nord. Quel est le constat qu'on peut faire des forêts? Le constat qu'on peut faire, c'est, comme vous le disiez, en fait, c'est aujourd'hui une situation des forêts qui sont souffrantes, qui souffrent de ce réchauffement climatique, à la fois dans la situation dans laquelle ils se trouvent par manque d'eau, mais aussi de ce qui peut arriver autour avec les impuretés qui arrivent, la qualité de l'air qui peut aussi impacter les forêts. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que globalement, la situation... Alors, c'est vrai que dans le parc, comme je disais tout à l'heure, nous sommes encore privilégiés parce que le manque d'eau n'est pas aussi apparent que dans d'autres régions, mais globalement, le réchauffement climatique est un souci quotidien pour le parc et les essences, le remplacement des essences, aujourd'hui, est une réflexion qu'on mène à la fois avec l'ONF, puisque c'est quand même les plus grands propriétaires sur l'ensemble du parc, mais aussi les propriétaires privés, pour qu'on puisse ensuite réfléchir globalement à la sauvegarde de nos forêts. Monsieur Muller, vous vouliez répondre? Oui, en fait, par rapport à la forêt, il y a des essences qui sont adaptées à des climats un peu plus méridionaux. La chaleur, en fait, n'est pas le problème principal, c'est surtout le manque d'humidité, en fait, qui va pénaliser la croissance d'essence. Et par exemple, on a le châtaignier qui s'installe, doit être en difficulté. On a des insectes ravageurs, les scolites, qui prolifèrent dans ces milieux plus secs que d'habitude. Donc voilà, c'est plus un problème d'humidité que vraiment de température, puisque les végétaux se succèdent quelque part du nord vers le sud ou vers les variations d'altitude, tout comme les espèces d'ailleurs. Il y a des politiques publiques qui sont mises en œuvre qui s'appellent la trame verte et trame bleue. Donc il y a beaucoup de projets pédagogiques d'ailleurs autour avec les écoles. Il s'agit une trame verte, qu'est-ce que c'est? C'est en fait un corridor nord-sud, enfin sud-nord. On va dire ça, oui, plutôt comme ça, au moins au niveau national, voire européen, de façon à créer des corridors de circulation pour les espèces, pour les poissons, voilà, de façon à ce qu'ils puissent regagner des latitudes un peu plus supportables pour eux, ou alors d'ouvrir des corridors leur permettant de monter en latitude pour trouver des conditions un peu plus favorables, sachant que, bien évidemment, tout ça a ses limites. Par rapport au risque d'incendie, un petit mot si vous permettez aussi, dans le secteur, on a deux secteurs qui sont, enfin dans l'est du département, qui sont assez vulnérables. On a les forêts de résineux du Pays de Bitche, qui sont sur du grès essentiellement, c'est un sol qui retient peu l'eau, et aussi le secteur du Vant, avec les bois de mine, qui sont aussi sur un substrat sableux et qui sont très propices qui sont très inflammables. Donc deux grands secteurs en jeu dans l'est du département sur ce sujet-là. J'entends bien. Alors, on parlait de l'ONF tout à l'heure. On va peut-être leur donner la parole justement, puisque c'est eux aussi qui travaillent au quotidien dans ces forêts. L'air que l'on respire aussi, c'est grâce à nos forêts, aux arbres qui nous entourent, des lieux où la biodiversité est plus que nécessaire. Alors, nous avons interrogé un représentant de l'Office national des forêts sur l'impact du changement climatique. Écoutez.
Monsieur Schmock, bonjour. Alors, l'ONF intervient toute l'année concernant les forêts. Quel constat vous faites par rapport au changement climatique? Quel est l'état de nos forêts? Clairement, nos forêts sont malades. Depuis 2018, et 2019 et 2020, on a vécu 3 années un peu catastrophiques au niveau climatique, sécheresse et canicule, et donc du coup, nos arbres souffrent. Ils sont ce qu'on appelle dépérissants, c'est-à-dire qu'il y a une partie de leurs organes qui sont morts, ou sont gravement endommagés, voire morts, suite à ces conditions météo un peu extrêmes. Et comment est-ce que vous gérez le renouvellement des forêts ? Le renouvellement des forêts se gère classiquement et de façon très majoritaire par des régénérations, ce qu'on appelle des régénérations naturelles. Donc on profite des arbres qui sont sur place, qui fructifient. Et puis quand il y a besoin, on apporte des plants et on complète avec des plantations. Et ça a quel impact du coup sur la filière bois ou sur l'activité humaine en général ? Alors sur la filière bois, les dépérissements provoquent, au moins dans une partie des cas, des pertes de qualité. Donc effectivement, la filière peut être impactée. Les arbres qui sont très malades n'ont plus les mêmes qualités technologiques. Sur les activités humaines, pour nous, ça modifie notre façon de fonctionner. Pour le touriste, pour l'instant, l'impact est très limité. Ça nous oblige, nous, à faire un peu plus attention à ce qu'il n'y ait pas de branches mortes qui risquent de leur tomber sur la tête. Mais globalement, ça pose, pour le promeneur lambda, il n'y a pas encore d'impact très visible actuellement. Une réaction peut-être après ce que vous venez d'entendre, Monsieur Suc ? Une réaction, c'est que la mutation est en route. Je crois que c'est important de pouvoir, au travers d'éléments très concrets, le mesurer. Aux portes de chacun et de chacune de nos habitantes et de nos habitants. Le deuxième point, je crois que la régénération naturelle est par définition une des solutions. Voilà, puisqu'à chaque fois qu'on déplace des populations ou qu'on vient évidemment mettre en place des espèces qui ne sont pas autochtones, on prend un risque. Et puis le dernier point, je crois que c'est aussi pouvoir aborder la forêt comme un formidable poumon environnemental. Voilà. Longtemps, on considérait que c'était aussi une richesse et un capital économique. Je crois qu'aujourd'hui, il faut pouvoir bien l'exploiter, mieux encore l'exploiter et de manière économique la plus en adéquation avec le circuit court. Voilà, parce que c'est une richesse que nous avons, ça apporte évidemment de la biodiversité, c'est un bienfait environnemental, c'est un habitat incommensurable pour l'espèce et pour les espèces. Et en définitive, je crois qu'aujourd'hui, la forêt, lorsqu'on peut constater un certain nombre de modes d'exploitation, profite peu au territoire. Puisque c'est exporté au travers d'un certain nombre de conteneurs, ça revient complètement manufacturé. Alors on sait déjà aujourd'hui, à la fois sur les difficultés économiques que nous rencontrons, combien cela est un mode opératoire qui ne profite pas au territoire, mais en même temps, lorsqu'on voit les bienfaits qu'apporte la forêt, je crois qu'il faut pouvoir évidemment y prêter une grande attention. Puis ensuite, tout se pose autour de la question d'exploitation, où on a quelques règles, où on a quelques principes. Je crois que nous sommes tous d'accord sur le territoire, entre le parc, l'ONF, et puis on a quelques règles économiques qui s'imposent à tous, parce que là où on décide qu'il faut à un moment donné, dans le budget de l'État, y apporter quelques bienfaits, et on voit évidemment quelques décisions que nous regrettons tous. Mais c'est la loi économique qui s'est imposée envers et contre tous, ce qu'on peut unanimement aussi regretter. Voilà. Mais ça, on doit pouvoir y apporter une contribution globale et générale, de manière à ce que les territoires qui sont aujourd'hui ces réceptacles environnementaux puissent aussi peser, même dans les décisions économiques. Est-ce que vous avez d'autres réactions, peut-être aussi par rapport à ce que M. David Suc ? Je voudrais juste rappeler que les forêts représentent par rapport au climat 2 à 8 degrés de réchauffement en moins quand les forêts sont bien entretenues et sont en fait prêtes à recevoir, à être travaillées, à être à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire c'est évidemment à la disposition du propriétaire ou du gestionnaire qui est l'ONF,
des touristes, évidemment aussi, des chasseurs, puisque c'est aussi une plus-value, entre guillemets, touristique ou économique. Mais il faut simplement savoir que cet enjeu de 2 à 8 degrés, dans un moment où on parle de 1,5 degré ou 2,5 degrés de non-retour, ben c'est des enjeux qui sont primordiaux. Et on le sent bien parce que la canicule, en fait, chez nous, la canicule nocturne est quand même, dans les villages ou dans les communes forestières, est quand même nettement moins impactée que dans les grandes villes où on a parfois 15 degrés de plus en nocturne que chez nous, dans notre petite réserve que nous essayons de préserver au mieux. Isabelle, vous vouliez dire quelque chose ? De manière générale, la forêt, c'est le meilleur puits carbone, c'est notre meilleur outil et arme pour lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, de manière générale, j'ai envie de dire qu'elles doivent être sacralisées. Alors, sacralisées, ça ne veut pas dire non exploitées, parce que il y a aussi toute une industrie autour du bois qui est bénéfique. Je pense aux bâtiments, notamment. Une maison construite en bois a un bien meilleur impact carbone qu'une maison construite avec du béton, pour lequel on a besoin de beaucoup d'énergie, encore une fois, pour la construction, pour le transport. Autrefois, on construisait toujours avec ce qu'on avait chez soi, autour de soi. Chaque habitat est adapté à son terroir. Et pour exemple, je voudrais parler d'un projet assez emblématique en Afrique, où là on veut construire, je crois que c'est 8000 km de forêt, en fait faire une immense barrière verte, parce qu'en fait c'est une solution pour stopper l'avancée du désert et recréer effectivement un climat propice à la réapparition d'une biodiversité, retenir l'humidité, etc. et rendre à nouveau ces territoires vivables, tout simplement, parce qu'on parle là vraiment de vie à terme. On a une population mondiale qui continue à croître pour l'instant et on va avoir de moins en moins de zones habitables. Tout ça, ça va créer aussi de grands enjeux géopolitiques. Il se trouve ces enjeux sur l'énergie, mais également sur les capacités à produire déjà de l'aliment. Monsieur Suc parlait avant de l'utilisation de l'agriculture par rapport effectivement, l'agriculture normalement c'est destiné avant tout à l'alimentation. À l'échelle planétaire, on n'en a déjà pas les surfaces nécessaires pour faire manger tout le monde dans les conditions que nous connaissons ici occidentaux. Donc on ne peut pas encore utiliser des surfaces agricoles pour produire de l'énergie. À la base, on avait par exemple la méthanisation, mais c'était surtout destiné à utiliser les rebuts ou peut-être ces algues ou les déchets, les sous-produits, les lisiers, donc pour produire de l'énergie. Mais effectivement, quand on commence à voir qu'on cultive des champs pour les transformer dans des méthaniseurs, là on se dit que voilà, il y a toujours un petit peu des équilibres à trouver. Équilibre, tout à fait. Monsieur Muller. Pour suivre ce qui vient d'être dit, en fait, la recréation ou le maintien d'un boisement, en fait, est une solution fondée sur la nature. C'est-à-dire que là, en Afrique, effectivement, on crée un massif forestier qui va comme il va puiser de l'eau, va créer une évapotranspiration par les feuilles, voilà, c'est le principe de photosynthèse, tout ça, et qui va réhumidifier l'air et provoquer des pluies plus loin, des précipitations plus loin, à plusieurs centaines de kilomètres. Donc finalement, au niveau européen, par exemple, les pluies qu'il y a à Brest, qu'il y a dans l'ouest de la France, et ben quand tous ces végétaux relarguent leur eau dans l'atmosphère, et ben par phénomène de condensation, vont recréer des pluies plus loin, par chez nous par exemple, et après de proche en proche vers l'intérieur des continents. Donc, on recrée un cercle vertueux. Et ben, en fait c'est un apport d'eau de proche en proche en fait, depuis l'océan par étapes comme ça qui arrive loin dans les terres. Vous parliez de repeuplement dans nos forêts, c'est ce qui se passe à certains moments. D'ailleurs, dans cette optique, la présidence française de l'Union européenne a approuvé de nombreux projets, notamment dans le Grand Est, pour des repeuplements dans les forêts, comme celle de Mouterouz. Pour rappel, en 2018-2019, il y a eu 4 hectares d'épicéas qui ont subi en fait, d'importants dommages dus aux scolytes. Mais avec ce projet, eh bien, il y aura un reboisement qui est prévu avec 1600 plants par hectare, des plants de châtaigniers, de chênes
chêne pubescent, de cormier, etc. Ce sont des variétés qui sont, on va dire, plus solides par rapport au changement climatique. On continue peut-être sur le reste des projets. Il y a ce qu'on appelle le label bas carbone qui a été mis en place par le ministère de l'Environnement en 2019 et qui est porté aussi par l'ONF, qui permet aux entreprises volontaires de compenser leurs émissions de carbone en finançant des plantations, tout simplement. C'est une initiative qui se met doucement en place. Si vous faites partie d'ailleurs d'une entreprise qui est intéressée, vous pouvez contacter directement les équipes commerciales de l'ONF via leur site internet. Alors c'est bien sûr là une petite partie de ce qui peut être fait, mais c'est déjà une bonne solution. Parmi les solutions envisagées à l'échelle mondiale, décarboner. Voilà. Retravailler aussi la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Sur l'arrondissement, comment on se sent concerné par ces questions-là? On a parlé un petit peu de ce qu'on appelle le plan climat. Monsieur Suc, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en lumière par rapport à ça? Je crois que ce qu'il faut mettre en lumière, c'est toutes les consommations qui visent à réduire notre impact de manière générale. Et cela depuis l'assiette jusqu'au logement, en passant par le tourisme et l'activité professionnelle ou économique. Et je crois que c'est une approche globale et générale. C'est une approche intégrée, aujourd'hui, que nous essayons de conduire au niveau du Beachland en lien avec nos partenaires. Et cela a été évoqué tout à l'heure. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir regarder partout où la collectivité partout où la collectivité peut impulser, d'avoir ce cap qui soit partagé. Donc évidemment, on a Citergy, on a le PCET, tout cela sont quelques outils à la disposition, mais de manière globale, c'est aussi d'être vertueux dans la façon de concevoir l'investissement, de concevoir le fonctionnement, de concevoir le soutien à l'économie, de concevoir la mobilité, et c'est un vaste sujet, lorsqu'on parle du développement des territoires, lorsqu'on parle du développement touristique, lorsqu'on parle de la préservation des espaces, de la préservation des espèces, on doit aussi pouvoir se soucier de l'intérêt de nos populations à continuer à vouloir se fixer sur des territoires ruraux, puisque sinon c'est la concentration avec tout ce que cela impacte. Et donc on a une approche globale et généralisée sur tous ces sujets. Je crois qu'on aura l'occasion de faire un certain nombre d'émissions pour rentrer dans le détail, mais je crois que c'est surtout cette façon globale d'aborder les choses. On pourrait évoquer évidemment tous les documents de planification, mais aujourd'hui on est dans cette volonté d'avoir une approche intégrée avec l'ensemble des partenaires. Alors en termes de transition énergétique, on a pas mal d'exemples quand même déjà chez nous à petite échelle, ne serait-ce que déjà au côté sarguminois, on sait qu'il y a une flotte de véhicules électriques qui s'est mise en place notamment par rapport à la collectivité. On parle aussi de la station hydrogène, il y a le photovoltaïque qui est mis en place. Ce sont des projets qui pour vous peuvent réduire l'impact sur l'environnement. C'est quoi votre point de vue là-dessus, Monsieur Muller par exemple? Je pense qu'il faut. Alors, sur le papier, ça a l'air en tout cas séduisant, relié à l'électrique, mais il faut regarder le bilan finalement, la fabrication des batteries, la production du minerai, de tous les matériaux qui sont à mettre en œuvre, à aller chercher dans les profondeurs de la terre, le transport, et finalement il faut peser vraiment assez précisément les choses pour arriver à distinguer, je pense, si au final c'est bien intéressant. Monsieur Bailly, après je vous donnerai la parole. Moi, je dirais simplement que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Donc aujourd'hui, l'éclairage nocturne, c'est quand même quand on regarde un petit peu, quand on traverse les villes ou les villages le soir, on se rend bien compte qu'au prix où est aujourd'hui l'électricité, c'est un enjeu majeur. C'est à travers ça qu'on essaye un petit peu de communiquer, même si c'est pas toujours très bien compris. Comme toujours, quand on s'attaque un petit peu à ça. C'est un petit peu pareil aussi quand on raisonne en prix de l'eau, parce qu'aujourd'hui, le prix de l'eau dans nos communes ne représente pas le prix réel, parce qu'en fin de compte, on sait bien que les réseaux vieillissants amènent des pertes d'eau sur les réseaux, donc c'est un petit peu pareil. Là aussi, l'enjeu sur le prix de l'eau est très important. Et puis, aujourd'hui, l'entretien des pelouses, les pelouses, les gazons anglais, en fait, il faut que les gens comprennent que c'est du passé. Aujourd'hui, une pelouse à 20 cm, enfin de l'herbe à 20 cm, avec un petit aménagement, en fait, ça représente, pour le point de vue environnemental et en ce qui concerne donc le climat, des tout petites choses qu'on améliore.
et qui sont probablement beaucoup plus efficaces que les nouvelles technologies qui ont encore leurs preuves à faire. Évidemment, on ne va pas les jeter à la poubelle, mais soyons déjà économes dans notre quotidien, et je pense que c'est encore la meilleure solution. Vous voulez dire, monsieur Sucre ? Pour compléter, je crois qu'il ne faut pas se battre pour essayer de produire moins cher. Il faut se battre pour faire considérer que la sobriété énergétique, et on ne parle pas des constructions, c'est la seule solution. Ce n'est pas d'essayer d'avoir le litre de gasoil moins cher, c'est de commencer à réfléchir, est-ce que nos modes de consommation, de déplacement, est-ce que nos modes d'évolution, est-ce que nos principes même sont encore en corrélation avec ce que la planète peut nous apporter. Lorsque Serge Weil évoquait effectivement les pelouses, la qualité des gazons, la façon de concevoir les déplacements doit nous interroger. Lorsqu'il évoque effectivement le véhicule électrique, construire un véhicule électrique a plus d'impact qu'aujourd'hui construire un véhicule thermique. Comment on produit l'électricité ? La méthanisation, des éoliennes, des parcs photovoltaïques dont les panneaux sont peut-être produits évidemment localement ou pas avec l'impact. Enfin, je crois qu'il faut se déraciner de ce réseau-là, de ce raisonnement-là, pour se poser la question de ce qui est essentiel. Lorsqu'on enlève dans notre mode de consommation tout ce qui nous paraît essentiel, très honnêtement, on a quelques économies à venir. Je vais prendre un exemple personnel, et c'est un très mauvais exemple. Je suis père de 2 petites filles. Quand il ne pleut pas, ils vont à l'école en vélo. Voilà. Moi, je le pratique moins. Je partage ma vie avec quelqu'un qui est plus autoritaire sur ses conceptions et sur sa capacité à mettre en œuvre. Mais je crois que ces modes opératoires-là doivent nous guider, doivent nous interroger. Et je crois que j'allais y mettre l'éducation nationale. La façon de concevoir la vie en société doit évoluer. Lorsqu'on parle évidemment de consommation, il y a des choses qu'on ne consomme plus aujourd'hui. Que je consommais il y a 15 ans, mais je ne consomme plus aujourd'hui parce que j'en étais sensibilisé et parce qu'en définitive, quand c'est la période des fraises et des salades, eh ben, on en mange à pleine gorge ou à pleines dents. Non, c'est par période. Voilà, et puis à l'automne, on mange plutôt des légumes issus de racines. Lorsqu'on évoque effectivement aussi la façon de concevoir la mobilité, je l'ai dit, je crois que nos populations doivent pouvoir concevoir à la fois le télétravail, et je crois qu'en 2 ans, la crise a été un formidable catalyseur sur un certain nombre de raisonnements. Mais on doit aussi pouvoir concevoir le principe qu'on se déplace peut-être plus prioritairement lorsque cela est utile. Lorsqu'on évoque évidemment le prix des matières premières, ça a au moins la vertu d'interroger, parce que ça nous prend au portefeuille. Et que tout doucement, je crois que Serge le disait, le juste prix, il faut l'évoquer. Lorsqu'on prend un transport collectif, 90% du prix est payé par le contribuable et donc subventionné. Lorsqu'on parle du prix de l'eau, du prix de l'assainissement, de nos ordures ménagères, je crois que nos populations doivent se rendre compte du juste prix. Parce que c'est ça aussi, continuer à se développer, pour continuer à avoir des budgets supplémentaires, pour continuer à consommer comme on a toujours eu l'habitude de faire. Simplement, la planète ne nous le permet plus. Et donc, c'est de revenir au juste prix, certes avec une décision politique de subventionner, ou de faire peser, pas tout à fait, le juste prix à l'usager. Mais je crois que c'est un vrai modèle social et sociétal qui est en train de se mettre en place. Grâce aux moyens d'information, où on considère et on peut voir quel est l'impact de notre mode opératoire sur l'autre bout de la planète, dont on devra assumer. À petite échelle, finalement. Oui, dont on devra assumer les déplacements de population parce que c'est plus possible, parce que l'agriculture n'est plus possible, parce que le dérèglement climatique ne leur permet plus de continuer à vivre là-bas, et donc on devra assumer aussi la conséquence de ce que nous avons un peu produit à la petite échelle dans notre mode de consommation. Et lorsqu'on parle d'évacuation, d'expulsion, de gens jetés sur les routes, voilà, au moment où on se parle, on a quelques images en mémoire. Alors je donne la parole maintenant à Isabelle Hollinger. Oui, je pense qu'effectivement, il n'y a pas une solution qui, comme ça, si elle ne va pas s'ouvrir en nous envoyant une solution unique, la voiture électrique n'est effectivement pas la solution et la seule.
il faut quand même dire que si l'énergie n'avait pas augmenté en prix ces dernières années, peut-être que les constructeurs n'auraient pas fait des efforts pour fabriquer quand même au fil des années par rapport aux voitures qu'on a pu connaître il y a 30 ou 40 ans. Ils ont fait quand même de super efforts. Les États-Unis avant roulaient avec des voitures qui consommaient du 20-30 litres au 100, et c'est vrai que c'est quand même la raréfaction des biens et donc du coup leur tarif qui a fait que des efforts ont été fournis. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est qu'effectivement, on en arrive souvent à la conclusion de ce qu'on appelle quelquefois péjorativement l'écologie punitive. Et est-ce qu'il faut vraiment tout rendre cher pour que les gens changent leur mode de vie? Parce qu'il y a des gens qui sont sensibles, il y a des gens, finalement, quand on essaye de suivre les saisons, on prend plaisir à redécouvrir le goût des asperges au mois d'avril et le goût des fraises au mois de juin et pas en janvier. Mais encore faut-il... à la base, sauter le pas, prendre cette initiative pour découvrir ces petits bonheurs et ces petites compensations finalement par rapport à l'effort fourni. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même été gâtés dans une société où on avait tout le temps, à profusion. On est étonné aujourd'hui de ne plus trouver d'huile dans un supermarché, on n'a jamais connu ça. Ou à prix d'or. Voilà, et c'est vrai qu'on a été gâtés. Donc l'énergie, effectivement, on en consomme. Il faut peut-être, je ne pense pas que dans des territoires comme le nôtre, on pourra se passer définitivement et complètement de voiture. On a quand même goûté à cette facilité, à cette mobilité. C'est quand même pratique et simple. Je pense que l'enjeu, c'est sur la mobilité liée au travail, où là, effectivement, il y a des efforts à faire pour davantage collectiviser. Si déjà, dans une famille, au moins l'un, si ce n'est les deux, peuvent se rendre à leur travail avec un autre moyen que la voiture, on pourra déjà réduire l'usage de la voiture, parce qu'avoir une voiture, c'est une chose. Faire 10 000 ou faire 100 000 km par an, c'est pas pareil. 100 000, c'est peut-être beaucoup, mais dans des territoires comme le Pays de Bitche, quand on est loin, souvent des lieux de travail, comme beaucoup de gens vont travailler à Sarreguemines, d'autres vont sur Haguenau, voire Strasbourg. Je me suis intéressée récemment là, aux statistiques de l'INSEE, et quand on voit les développements des différentes zones du Pays de Bitche, j'étais très étonnée de voir que dans le Pays du Vert, les villages se développaient. Donc, ça m'a un petit peu intriguée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a une ligne de train qui n'est pas très loin. Et donc, il y a des gens, du coup, qui travaillent à Strasbourg et qui, du coup, redécouvrent le plaisir de venir vivre dans des zones qui n'étaient quand même pas top en voiture, mais qui, du coup, retrouvent un plaisir à venir à la campagne et parce qu'ils peuvent se déplacer autrement qu'en voiture. Ou alors, ils vont seulement utiliser leur voiture jusqu'à la gare. Et donc là, il y a des vraies réflexions. Alors qu'une ville comme Bitche continue à perdre des habitants, on peut presque le corréler avec la disparition de la ligne de train. Elle a d'abord perdu sa liaison train vers Niederbronn, elle a ensuite perdu sa liaison train vers Sarreguemines, ce qui fait c'est une ville magnifique, mais qui, pour des raisons pratiques, se retrouve quand même assez ou mal pourvue, on va dire, pour pouvoir permettre aux gens de continuer d'y vivre. Donc là, vous avez recentré un petit peu sur la mobilité, mais c'est très intéressant. Mais j'aimerais... je vous donne la parole en dernier, excusez-moi. Pour terminer, donc on a vu l'usage de la voiture est particulièrement problématique. Ce qui pourrait être éventuellement vertueux aussi, c'est finalement aussi, nous cliquons tous sur Internet, ça serait d'accepter d'être livré sous 3 jours, 5 jours, et pas forcément le lendemain. De façon à ce qu'on puisse un petit peu regrouper, mieux remplir les camionnettes qui génèrent un trafic dans nos villages incroyable. Il faudrait mettre un compteur à l'entrée des villages, de voir la circulation que ça engendre, le risque routier, les riverains, les enfants qui traversent, qui sont là. Nous cliquons tous et nous générons un trafic polluant, dangereux pour la collectivité, pour les villages. Voilà, je veux dire, tout ça. Alors bon, les livraisons Prime, trucs et machin, on connaît tous, voilà. Mais je pense que là, il y aurait peut-être moyen un petit peu, il suffit d'anticiper un petit peu, on est capable de ça encore, anticiper un peu nos achats ou d'être un peu moins pressé, j'ai envie de dire gâté. Parce que le livreur il vient, c'est un peu Noël, quand le livreur il vient, voilà, on a le truc qui est là. Donc voilà, juste se dire, on prend son mal en patience, on est encore un peu capable de ça, et voilà, je clique sous 3 jours, sous 5 jours, ça me coûtera d'ailleurs moins cher. Ce qui est bien pour le pouvoir d'achat. Ou d'aller faire les courses. Voilà. C'était l'occasion, on venait une fois par mois, une fois par semaine, c'était dédié aux courses, et puis voilà, on se limitait à ça. Il y a de quoi faire sur les comportements. Les gamins peuvent aller en fin de journée 1 heure en permanence au lieu d'envoyer les parents chercher les gamins pour
parce qu'ils ne peuvent pas attendre le Vous bus. avez plein de petites suggestions. Oui, mais en fait, il y a des choses à faire. Chacun à titre individuel peut un petit peu réfléchir à ce qu'il fait et se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire qui ne soit pas non plus où il n'y a pas mort d'homme. Et je voudrais juste aussi encore donner une précision quant à la production d'énergie. Je pense qu'on est largement en deçà de ce qu'on devrait faire parce que je pense qu'au niveau du territoire, on ne produit pas grand-chose. On a des bornes pour les voitures, c'est super, mais par contre, on ne produit pas. On a très peu d'éoliennes, on a très très peu de photovoltaïque sur nos toitures. Le solaire thermique, n'en parlons pas, c'est une vraie catastrophe en France. Je veux dire, c'est quand même le moyen le plus facile de produire de l'eau chaude et ça coûte un petit investissement de départ, mais pas grand-chose. Je reviens de Roumanie, où j'ai dû me rendre, et j'étais étonnée de voir là-bas beaucoup de panneaux solaires thermiques. Je me suis dit, tiens, ils sont plus avancés que nous dans ce domaine. Et ça aussi, c'est des choses, c'est un petit peu dommage. Le photovoltaïque, je crois que j'ai lu des chiffres, si on n'utilisait que 23% de nos surfaces de toiture, alors toutes toitures confondues, qu'elles soient industrielles ou individuelles, on comblerait le besoin énergétique, le besoin d'électricité plutôt du pays. Donc il y a encore matière à faire. Il y a matière à faire, en effet. Et côté entreprise, il y a quand même des engagements qui sont pris. Nous sommes allés dans 2 sociétés installées sur le territoire. Les gérants ont tous les 2 pris des mesures environnementales au quotidien. Regardez. Pour ces entreprises, l'engagement en faveur de l'environnement est une évidence depuis plusieurs années. La société Rents, basée à Woeswiller, a fait le choix d'intégrer des actions écologiques dans la gestion de son activité et la conception de ses boîtes aux lettres. 150 litres d'eau par heure sont nécessaires pour la chaîne de fabrication. Pour économiser cette eau, ne pas la consommer, nous avons choisi d'installer un évaporateur et tout un système de recyclage de l'eau qui nous permet de fonctionner en cycle fermé jusqu'à 400 litres par heure d'eau qui sont économisés. Cette économie s'opère aussi lors de l'application des poudres de peinture sur les plaques. L'excédent est récupéré, puis réutilisé, notamment pour la création de la boîte aux lettres Planète. Elle est constituée à 90% de matériaux recyclés. Alors ça change, au-delà de la conformité à nos valeurs, ça change également que souvent c'est des économies. Et ces économies, on les répercute à nos clients. Si je prends le produit Planète par exemple, ça nous permet d'avoir un produit respectueux de l'environnement, parce qu'il est recyclé, et moins cher. De son côté, Mylène Okali a la même philosophie et prend des initiatives dans son salon de coiffure. Elle travaille avec 3 sociétés différentes, l'une proposant des bouteilles d'eau en verre, une autre des produits constitués à 99% sans plastique, et une dernière fournissant des contenants pour se servir en vrac. Pour nous, c'est une façon de consommer qui est différente, c'est une façon de voir les choses différemment et puis de s'investir à petite échelle comme on peut le faire dans l'aide à sauvegarder la planète simplement. Et donc c'est aussi à nous un petit peu de montrer l'exemple en fait. Elle a aussi formé des partenariats avec des associations pour le recyclage des cheveux et du papier aluminium utilisé lors de la colorisation des mèches. Quelle que soit la grandeur de l'entreprise, chacun souhaite contribuer à son échelle. Alors je tiens bien à préciser que ce sont des initiatives, là on ne parle pas d'obligations liées aux entreprises, etc. Il en existe des obligations comme dresser son bilan carbone, ce genre de choses depuis déjà plusieurs années. Et là ce sont vraiment donc des initiatives. Donc on remarque quand même qu'il y a de plus en plus de sensibilité par rapport à tout ça. Est-ce qu'on a assez d'outils sur le territoire pour prendre ce type d'engagement ? Est-ce qu'on est assez sensibilisé ? Est-ce qu'il y a assez de communication ? Alors, à l'Office français de la biodiversité, on promeut un dispositif qui s'appelle Entreprise engagée pour la nature. C'est en fait une labellisation. Bon, on se méfie un petit peu du greenwashing parce que voilà, il y a toujours un petit peu cette notion-là qui peut intéresser un petit peu, mais voilà, on veille au grain par rapport à ça et qui donc est un dispositif qui est incitatif, qui incite les entreprises à modifier leurs pratiques et à adopter des solutions engagées pour la nature. En fait, ça peut être de la désimperméabilisation
l'isolation du parking ou toute partie, enfin, des toitures végétalisées, enfin n'importe. C'est assez varié. Oui, mais surtout c'est sur la base du volontariat. On n'impose rien et donc l'entreprise dit voilà, moi je suis prêt, je m'engage à changer ma pratique dans tel domaine là. Voilà, c'est un petit dossier à faire. Il y a un petit encouragement financier aussi qui est là et ça permet d'intégrer, on va dire, une sorte de club d'autres entreprises qui ont rejoint ce dispositif pour générer un peu d'émulation entre elles. Et c'est un dispositif qui existe depuis 2 ans et demi, qui fonctionne assez bien. On a des grandes enseignes, des grandes marques audiovisuelles, des chaînes de télé aussi. On va dans la zone à Sarreguemines, on peut trouver ces enseignes-là qui se sont engagées sur ce label. Et donc voilà, comme ça, un petit peu susciter de l'émulation dans le monde de l'entreprise pour petit à petit, au gré du renouvellement de ce label, s'engager vers des pratiques vertueuses. Monsieur Veil, quelque chose à rajouter ? Moi, je pense qu'en fait, aujourd'hui, un bon moyen de sensibiliser, je l'ai déjà abordé tout à l'heure, c'est de passer par les écoles. C'est de passer par les enfants, c'est de passer par les écoles. Le parc est engagé autour de certains sujets avec les écoles sur son territoire. Et on sent bien que c'est par là que souvent les enfants en rentrant parlent à leurs parents, leurs grands-parents. Et c'est un très bon moyen de sensibilisation qui leur permet de se rendre compte par eux-mêmes de l'importance que revêt la protection de la nature dans son ensemble. Et nous, on a un exemple tout simple, c'est que les enfants vont au restaurant scolaire, enfin, on a une petite cantine périscolaire, les enfants, ils vont à pied, qu'il pleuve pas, qu'il fasse beau, ils y vont à pied, c'est 500 mètres aller, 500 mètres retour, mais c'est une sensibilité qu'on leur donne. Et puis bon, parfois le soir, c'est pas pour autant que les parents ne viennent pas les chercher en voiture alors qu'ils habitent pas trop loin, mais le sens de l'éveil par les écoles et dès la maternelle en fait, c'est probablement le meilleur moyen de sensibiliser le plus de monde à cette problématique-là. Quelque chose à rajouter de ce côté-ci ? Oui, pour compléter, effectivement, je crois que le meilleur investissement, c'est dans les jeunes générations. Plus la plante est petite, mieux on peut l'accompagner vers telle ou telle direction ou telle évolution. Et pour compléter, je crois qu'au niveau de l'intercommunalité, avec le parc, on met un point d'honneur à pouvoir faire de l'éducation à l'environnement une priorité. Alors, on le fait avec le parc, on le fait sur nos sites puisque nous avons le Moulin des Schulaires, on le fait au travers de la médiathèque, mais je crois que si on veut sensibiliser les parents, la façon dont on peut aborder la sensibilisation des jeunes peut aussi avoir des impacts positifs sur les parents. Et je crois que c'est cette génération-là qui devra assumer en partie les conséquences de ce que nous avons produit, mais c'est aussi, à mon avis, cette génération-là à qui reviendra les décisions les plus drastiques quant à l'avenir, évidemment, à la fois de l'humanité et de la sauvegarde de la planète. Et puis pour terminer, je crois que toutes les décisions qu'on prend au niveau des collectivités, on essaye d'être exemplaires et de prendre quelques risques. On risque de ne pas être compris par des générations qui ont connu le plein emploi, qui ont connu l'opulence, qui ont connu le tout accessible parce qu'on avait les moyens financiers. Et on se souciait moins de l'impact. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se déporter un tout petit peu de la capacité financière, mais de pouvoir rentrer clairement dans cette notion de responsabilisation parce qu'il y a des choses, on ne pourra pas les acheter. Peu importe les moyens de nos sociétés occidentales, nous ne pourrons pas les acheter. Et donc je crois qu'il faut se déporter un tout petit peu et évidemment investir beaucoup sur l'éducation à l'environnement et sur la façon de concevoir la vie en société. Madame Ellinger, pour le mot de la fin. Je pense que l'espoir va effectivement venir des jeunes générations. J'espère qu'il n'y aura pas de guerre de génération par contre, parce qu'effectivement la manière de concevoir la consommation a beaucoup changé entre la génération des boomers où le fioul coûtait rien, on chauffait à 25 degrés la grande maison et puis voilà. Et les jeunes qui aujourd'hui par exemple, si on prend un domaine comme le seconde main, pour les jeunes générations c'est tout à fait habituel. Ils peuvent à la fois s'acheter de temps en temps, se faire plaisir avec un vêtement de marque neuf, et puis à côté de ça ils vont faire les friperies, ils vont faire et là c'est vrai que c'est un vrai changement de mentalité et ça donne bon espoir effectivement sur le fait aussi que c'est pas forcément que punitif, que je veux dire on peut trouver effectivement, c'est juste une autre façon de penser. Les Allemands ont un verbe pour ça qui dit umdenken, réfléchir autrement, revoir sa façon de voir les choses et c'est pas forcément que dans le mauvais sens. D'ailleurs, moins par exemple on utilisera nos voitures,
plus nos villes seront agréables, plus nos gosses pourront jouer à nouveau sur les chaussées. Je veux dire, parce que c'est un cercle vertueux, effectivement, qu'il faut mettre en place. Vous parlez des enfants qui vont à l'école et des parents qui viennent les chercher. C'est toujours un vaste sujet. C'est parce qu'en fait, quand on veut laisser aller son gamin à l'école, finalement, on a peur parce que les autres parents qui arrivent pressés risquent de nous les écraser. Et donc, du coup, on les emmène aussi. Et alors que les enfants sont si fiers d'y aller seuls, et puis c'est tellement plus sympa d'y aller avec les copains à pied, et puis c'est bon pour leur santé aussi. Alors justement, j'allais y venir. Est-ce que vous comprenez quand même que certains citoyens se sentent encore sceptiques, ou alors qu'ils disent tout simplement, parce que c'est ce qu'on entend aussi à travers les autres médias, mais aussi quand nous on est sur le terrain, certaines personnes nous en parlent, qu'on en demande trop à la population par rapport à ce réchauffement climatique, par rapport à des entités plus grandes qui sont plus polluantes et qui pourraient changer la donne aussi. Est-ce qu'on demande trop aux citoyens ou pas ? Madame Langer. Oui et non, bien sûr, c'est souvent au niveau des actions individuelles qu'on peut changer la donne. Mais les autres qui doivent faire, c'est qui ? C'est les industries. Mais les industries ne fabriquent que ce que les gens consomment. Donc c'est par leur consommation qu'ils donnent le là. À un moment donné, quand vous achetez des produits jetables, au lieu d'acheter voilà, maintenant on recommence à faire du vestimentaire ou du linge de maison en France. Ça revient de loin parce que aujourd'hui, ça devient difficile de trouver du Made in France dans ces domaines-là. Quand vous achetez peut-être, je donne un exemple, un torchon de vaisselle, peut-être en acheter un bon qui est fabriqué dans les Vosges, au lieu d'acheter 10 trucs sur la même durée, qui va durer beaucoup moins longtemps, qui vient de l'autre bout du monde, et qui en plus aura généré du transport. Voilà, c'est tout ça. Puis, parce que quand on voit des enseignes aussi très, très bas marché, je pense aux vestimentaires. Quand j'entends qu'il y a des gens qui achètent des vêtements et qui ne les lavent plus, qui vont dans certaines enseignes et qui achètent par exemple des chaussettes qui coûtent quelques centimes pièce et qui du coup ne les lavent plus parce que finalement c'est pas cher. Donc je jette. Donc c'est pas simplement qu'ils y vont pour faire des économies. Alors il y a des gens qui vont peut-être là parce qu'ils ne peuvent pas aller ailleurs, mais souvent finalement, en fait, au lieu de sortir avec des économies, ils ont dépensé la même chose et ils en ont acheté 3 fois plus. Il y a peut-être aussi là des choses à faire. Des comportements à changer. Monsieur Muller ? Oui, est-ce qu'on demande trop finalement aux particuliers ? Moi je peux observer dans la pratique, je suis citoyen comme nous tous ici, je vois le monde agricole qui fait de gros efforts aussi, qui investit beaucoup, hein. C'est quelque chose qui coûte très cher aussi, les mises aux normes, les choses comme ça. Les industriels se sont emparés de leurs responsabilités sociales et environnementales aussi, en termes d'image, tout ça communique beaucoup, donc ils essaient d'avoir des comportements vertueux aussi. Donc je veux dire, le trop, notion très subjective, mais je vois que toutes les franges de la société, on va dire, se sont emparées de cette thématique de la protection de l'environnement au sens large, hein. Encore une fois, l'industrie, les agriculteurs, le citoyen à son échelle. On peut toujours faire plus, il faut faire plus. Faisons plus, voilà, allons-y. Il y a encore du grain à moudre. En pensant sur le long terme, peut-être. Tout à fait. Et pas sur le court terme. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir évoqué ce sujet qui est très important à l'heure actuelle, d'avoir participé à ces échanges et d'avoir montré aussi qu'à l'échelle locale, il y a des choses qui se font, il y a des choses qui sont visibles aussi et qu'il va falloir solutionner quotidiennement. Hein, voilà, c'est plus maintenant une fois par an. Si vous avez envie, vous, de l'autre côté de l'écran, de partager une réaction ou tout simplement de mettre en lumière une initiative écologique et environnementale, eh bien, je vous invite à passer sur les réseaux sociaux, notre page Facebook sous cette publication concernée, ou nous envoyer tout simplement un mail via notre site internet. Je vous souhaite une très belle journée déjà autour de cette table. Merci à vous, au revoir. Merci. Et une très belle journée à vous tous aussi. Votre émission Polygone est réalisée avec le soutien du cabinet d'avocats Altekeller Sarreguemines.